Est-ce que Raphaël Allais peut venir avec sa femme et ses enfants? Je vous présente Tom. Je vous présente Tom, Sophie et Arthur, oui, qui sont venus exprès de Metz pour voir cette soirée, cette journée, quoi, voilà. Raphaël, sans ta famille, tu t'en serais pas sorti. Oui, c'est sûr que sans la famille, les moments difficiles comment dire, sont impossibles à vivre. C'est ce que je disais encore ce matin. Il y a beaucoup de hauts et de bas depuis 10 ans. Ça date de 2012. Ça fait 10 ans maintenant même. On sait que ça va encore durer au moins un an ou deux avec la CEDH à Strasbourg. Donc c'est important, je pense, de ne pas rester seul parce que c'est quand même quelque chose auquel on pense constamment. Tous les jours, la nuit, on rumine, on pense à qu'est-ce que j'aurais pu faire mieux. Pendant tous les procès, par exemple au Luxembourg, mes avocats m'appelaient à 2h, 3h, 4h du matin, on me pense à tel argument, à telle chose, telle information. Donc c'est quelque chose qui est en pression permanente dans la tête. Et si on n'a pas des soupapes de sécurité, des petits moments de liberté, on va dire, de tranquillité ou des personnes qui vous soutiennent, c'est impossible de tenir sur la durée. Donc oui, les enfants et surtout Sophie sont très importants. Oui, voilà. Bon, déjà, Raphaël, qu'est-ce qui s'est passé depuis le dernier jugement? Alors depuis le dernier jugement en cassation, donc qui maintient la condamnation, plutôt l'amende à 1 000 euros, plus 50 centimes de préjudice. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça a été dit dans le reportage, je n'ai pas vu la fin, mais je le connais. En fait, le préjudice moral et financier de PricewaterhouseCoopers, ça a été estimé à 1 euro. Pour Antoine Deltour et moi, deux lanceurs d'alerte. Donc 1 euro divisé par 2, ça fait 50 centimes. Plus 1 000 euros d'amende, je fais un chèque de 1 000 euros et 50 centimes. Depuis en 2016, j'ai attaqué le Luxembourg devant la Cour européenne des droits de l'homme à Strasbourg, sur le fondement notamment de l'article 10 de la Convention qui est la liberté d'expression. J'y reviendrai. Et puis, nous avons perdu 4 voix contre 3 en première instance. Je fais appel en février de cette année devant la Grande Chambre. Le jugement devrait intervenir d'ici un an, 6 mois, 1 an encore. Et là, c'est vraiment la dernière étape ultime. Ça fait depuis 2015, quoi. Depuis 2012. 2012, depuis 2012, mai 2012. Mai 2012. Il y en a encore un peu un moment. Mais je pense que c'est important de ne pas lâcher, même si à la fin, je n'ai pas le jugement que j'espère. À chaque jugement, il y a des incohérences, on l'a vu, des absurdités. Au Luxembourg, à Metz, avec Patricia Pomonti, j'ai vu qu'elle avait fait pas mal réagir, présidente du tribunal de Metz. Donc à chaque jugement, on va me dire, et je pense que Fabien aussi l'a encore mieux suivi que moi, parce que moi qui étais dedans, j'étais acteur, je n'avais pas forcément le recul, c'est vous êtes lanceur d'alerte, mais il y a ça qui ne va pas. En appel, vous êtes lanceur d'alerte, mais il y a un critère qui ne va pas. En cassation, pareil. À CEDH, pareil. À un moment donné, il faut être clair. Un lanceur d'alerte, il est relaxé. Une source d'un journaliste ne doit pas être connue, elle doit rester anonyme. Point barre. C'est blanc et noir, là. On n'est pas dans une zone grise. Et il cherche toujours la petite bête dans la zone grise pour me condamner, pour maintenir la condamnation. Alors, il y a quand même eu des répercussions, parce que c'était un procès quand même énorme, qui a eu un retentissement énorme. Qu'est-ce que ça a généré, du coup, ce procès, par rapport aux lanceurs d'alerte? Alors, pour moi, personnellement, j'ai perdu mon travail. Ça m'a coûté, comme on dit vulgairement, une blinde en frais d'avocat. Le Luxembourg est aussi particulier, puisqu'il faut, même si vous êtes français comme moi, en plus de votre avocat français, il faut avoir un avocat luxembourgeois qui vous représente. Ce n'est pas le cas en Italie, ce n'est pas le cas en Allemagne. Si votre avocat français est inscrit au barreau de Milan, il peut plaider à Milan. Il faut qu'il parle italien, évidemment, mais il n'y a aucun souci. Luxembourg, un avocat français ne peut plaider au Luxembourg que s'il est inscrit au barreau de Luxembourg. Donc tant qu'à faire, autant prendre un luxembourgeois, parce qu'ils ont une particularité, et ils l'ont fait pendant plusieurs audiences. Le président du tribunal vous parle en français, et tout à coup, il change, d'une question à l'autre, il parle en luxembourgeois, ou en allemand, ou en anglais. Et vous êtes censé répondre. Donc payer un avocat qui a le niveau, qui peut faire ça,
Au Luxembourg, c'est 450 € de l'heure, hors taxe. Donc du coup, tu as vendu ta voiture? Voilà, Ouais. donc financièrement, ça Voilà. m'a coûté très cher. Donc tu as été au chômage pendant combien de temps? Combien de temps ça a duré? On a envie de Ensuite, savoir en fait. Hein. au chômage 2 ans. J'ai retrouvé du boulot le dernier jour de la fin de période du chômage. Il a fallu donc payer tout ça. Ça a aussi des répercussions par rapport à l'entourage. Quand vous êtes dans quelque chose comme ça, tout l'entourage ne comprend pas forcément, je parle de mes collègues, des amis, de relations, pourquoi vous avez fait ça, à quoi ça sert. Un jugement qui revient souvent, mais on sait que que les riches ne payent pas d'impôts ou font des magouilles, comme on me disait vulgairement. Oui, on le sait. Et on fait rien. On continue à subir, ou on réagit. À un moment donné, il faut quand même se poser la question individuellement de son attitude. Moi, mon attitude a été d'agir, j'en assume parfaitement les conséquences, mais il y a eu aussi donc des conséquences sur l'entourage, sur la famille. Vous avez vu que mon épouse, au début, ne comprenait pas forcément pourquoi j'avais fait ça. C'était un tremblement de terre pour elle. Maintenant, elle le comprend beaucoup mieux parce qu'elle le vit aussi au quotidien. Mais donc, il y a toute une série de conséquences. Et puis, il y a aussi quelque chose qui était nouveau pour moi, c'est de composer avec les médias, avec la lumière, avec les journalistes. Je ne connaissais pas du tout Fabien, c'est comme ça que j'ai rencontré à Luxembourg. On s'est rencontrés au procès, en fait, au tribunal. C'était un peu particulier comme début de relation. Encore aujourd'hui, il y a des journalistes qui sont dans la salle, donc c'est pour moi qui était plutôt renfermé, qui n'aimait pas trop me montrer, c'est quelque chose où il a fallu se sortir de sa coquille, quoi, pour rester poli. Donc maintenant, il faut composer avec ça. Donc au bout de 2 mois, de 2 ans, je veux dire, de chômage, il y a un concours aux douanes où il y a 1800 et quelques candidatures. Oui, en fait, je suis passé de l'autre côté de la barrière, je suis rentré dans la fonction publique. J'étais au Luxembourg dans une boîte privée, une multinationale, je suis revenu en France dans le service public. Donc maintenant, j'œuvre vraiment pour le bien, en étant conscient que j'œuvre pour le bien. Avant, je pensais qu'on œuvrait pour le bien des clients, mais le bien des clients des multinationales n'est pas forcément le bien commun. Là, évidemment, on ne peut pas douter de... On ne peut pas douter de ta conscience professionnelle, de ton honnêteté. C'est sûr que c'est absolument impossible. Donc, il y a eu une loi sur les lanceurs d'alerte. Tu peux nous parler de la loi sur les lanceurs d'alerte? Alors en 2016, au moment où le CIG sort donc tous les documents, qu'il y a une bombe, on va dire, médiatique qui sort, il y avait un projet de loi sur la corruption internationale qui commençait un peu à émerger en France, la corruption des entreprises par rapport aux fonctionnaires étrangers, de mémoire. Et Michel Sapin, avec LuxLeaks et tout ce qui se passe, décide de rajouter un peu une sorte de volet sur les lanceurs d'alerte, sur ceux qui informent sur la corruption. Et c'est un peu grâce à LuxLeaks, il y a tout on va dire tout le battage médiatique qui a eu lieu, que quelques articles de loi apparaissent et protègent les lanceurs d'alerte en 2016. La loi Sapin 2, comme on dit. Depuis, il y a eu une directive européenne qui a été votée et que les États français, allemands et autres doivent transposer dans leurs droits. Donc ça vient encore un peu plus compléter et renforcer cette loi-là. Ça, c'est quelques avancées grâce à LuxLeaks. Si on respecte un cheminement précis qui est vraiment inscrit dans la loi, on peut être protégé en tant que lanceur d'alerte. Ce n'était pas le cas à mon époque, si je puis dire. Fabien, qu'est-ce que sur cette version européenne de cette loi sur les lanceurs d'alerte, est-ce que ça va changer quelque chose? Ça change forcément quelque chose puisqu'elle est d'application dans tous les pays de l'Union européenne. Maintenant, la loi, donc une directive a été adoptée. Une directive, ça se passe comment? C'est la Commission européenne qui propose une directive, c'est-à-dire c'est une loi. Et ensuite, les 28 et maintenant les 27 se mettent autour de la table et puis on discute pendant 1 an, 2 ans et on cherche ce qu'on appelle le consensus européen, c'est-à-dire qu'on va essayer de tenir des... Il faut savoir que dans le domaine, chaque pays, peu importe sa taille, a la même loi. Et alors, cette directive lanceur d'alerte, elle dit la chose suivante, la directive européenne. Elle dit, et lanceur d'alerte, quelqu'un qui dénonce des violations contre le droit européen, d'abord, ensuite contre les droits nationaux. Et la loi qui a été adoptée en France va au-delà. C'est-à-dire que cette directive européenne, elle n'est pas très claire, parce que c'est toujours un peu ambigu, les directives, puisqu'il faut trouver des compromis entre 27 pays. Et donc, elle dit, n'est lanceur d'alerte que quelqu'un qui dénonce quelque chose d'illégal. Et
la question qui se pose dès le moment, alors en France, ça va plus loin. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui dénonce quelque chose qui est d'intérêt général. Bon, pour revenir sur les... C'est la question de la moralité, en fait. Hein. C'est la question Dénoncer les pratiques. C'est question de la d'optimisation. moralité. Alors les LuxLeaks, c'est une très belle illustration du problème que ça pose, parce qu'on est sur une matière extrêmement complexe de fiscalité, c'est des montages, et donc il y a un certain nombre de ces montages qui ont été attaqués par la Commission européenne devant la Cour de justice européenne. Certains ont été déclarés illégaux au regard du droit européen, comme Amazon par exemple. D'autres ont été déclarés légaux, comme Engie. Donc, il faut savoir que Engie rapatrie toute une partie de ses bénéfices dans une filiale au Luxembourg. Et oui, ils échappent en grande partie à l'impôt. Engie, l'actionnaire principal, enfin l'actionnaire de référence, c'est l'État français. Et donc, c'est intéressant de savoir que l'État français, ça ne dérange pas qu'une partie des bénéfices réalisés par Engie aille au Luxembourg et soit très peu imposée et ne soit pas imposée en France. Alors donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est sur un collège de juges qui sont réputés être des juges extrêmement compétents, qui passent des semaines, des mois à analyser ces dossiers, à savoir est-ce que c'est légal, c'est pas légal, ce sont des montages extrêmement complexes. Comment quelqu'un d'ordinaire, comme nous sommes tous, peut savoir à la base si ce qu'il va transmettre, ce qu'il va divulguer est légal ou pas par rapport à ce droit? Ce qui l'anime, c'est la moralité, en fait. Hein. C'est de savoir que l'évasion fiscale en France, elle est estimée entre 80 et 100 milliards par an. Alors, on parle d'évasion fiscale. Une partie, c'est de l'optimisation, c'est-à-dire que c'est légal au regard du droit européen. Et donc, la vraie question pour le lanceur d'alerte, est-ce qu'on doit uniquement le juger sur la base de la légalité de ce qu'il dénonce ou sur la base de la moralité? La loi française va quand même plutôt dans ce sens-là. Elle est loin d'être parfaite. Mais la directive européenne, alors elle est très ambiguë, parce que la directive européenne dit le lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce quelque chose d'illégal. Mais en même temps, ils sont bien obligés de tenir compte de la Convention européenne des droits de l'homme, donc de l'article 10 dont il parlait, qui est la liberté d'expression. Donc quand on lit cette directive, on est un peu entre les deux. Et c'est un minima qui s'impose à tous les pays européens aujourd'hui. Et comme pour toute directive européenne, les pays peuvent aller plus loin. La France l'a fait. Le Luxembourg est en train d'adopter, il y a un projet de loi. Ils ont jusqu'en décembre 2023 pour l'adopter, puisque c'est la date limite de la transposition. Et donc, pour le moment, le projet de loi est pas mal. Il semble aller assez loin, mais il en est au début. Donc, il y a tout un parcours, comme toute loi en France, partout. Et bon, on verra bien en décembre 2023 ce qui en sortira, quoi. Alors, bon, j'ai oublié, je ne suis pas un professionnel de l'animation, mais j'ai oublié de présenter Fabien Grasser, qui est journaliste indépendant maintenant, mais dont l'histoire est quand même assez agitée. Donc, vous avez été pendant 10 ans rédacteur en chef du quotidien du Luxembourg, et au bout de 10 ans, on vous a poussé dehors. Oui, on peut dire ça. Oui, c'est assez brutal. Mais alors, pourquoi ça ? Pourquoi ça? Alors, simplement pour vous situer, qui est le quotidien du Luxembourg? Donc, c'est un journal qui est détenu à 50% par un groupe de presse luxembourgeois qui s'appelle Elite Presse et à 50% par un groupe de presse français qui s'appelle EBRA et qui est en fait le Crédit Mutuel et qui contrôle aujourd'hui quasiment tous les journaux de l'Est de la France, de Metz jusqu'à Avignon en passant par Lyon, et qui est le premier groupe de presse en termes de diffusion quotidienne. Hein. C'est vraiment le gros morceau. Et puis donc moi j'ai travaillé sur les LuxLeaks, et moi ce qui m'a particulièrement intéressé dans les LuxLeaks, ce que je suis allé chercher, c'est la connaissance des autorités luxembourgeoises de ces stratagèmes de montage fiscaux. Et je pense, assez bien arrivé à montrer qu'ils étaient bien au courant. On voit à un moment donné dans le documentaire, on voit Jean-Claude Juncker, donc, qui était président de la Commission à ce moment-là, mais qui avait été Premier ministre du Luxembourg pendant 15 ans. Il a clairement accompagné la chose. On a trouvé un document où il avertit dès 1997 par un député, un rapport qui a été rendu, sur la limite légalité de ces montages fiscaux. Et quand il dit « je ne suis pas l'architecte », alors je veux bien croire qu'il n'ait pas pris, qu'il ait exactement fait la chose, mais il était parfaitement informé. Jean-Claude Juncker, alors ça devait être en 2005, je sais plus exactement quelle année c'était, mais il a par exemple un rendez-vous avec les dirigeants d'Amazon. Il
faut savoir que Amazon, le siège européen d'Amazon se trouve au Luxembourg. Où, alors je vous le dis tout de suite, 2020, 2021, qui sont des années fabuleuses pour Amazon. Amazon ne paye pas d'impôts au Luxembourg. C'est des milliards de bénéfices. Alors en 2020, on leur a même remboursé, les impôts leur ont remboursé 30 millions d'euros, quoi. Et tout ça passe par une société qui n'a aucun salarié. Ils ont tout un tas de sociétés, qui ont des salariés, mais les bénéfices vont sur une société qui a 0 salarié. Alors c'est formidable, parce que c'est des gens à zéro, ils arrivent à faire 500 millions, 1 milliard d'euros de bénéfices par an. Et donc, il y a une vraie connaissance des autorités luxembourgeoises. Après, j'ai travaillé sur d'autres dossiers. J'ai beaucoup travaillé sur les LuxLeaks. Ça m'a attiré beaucoup d'antipathie de la part des autorités luxembourgeoises. Mais j'ai travaillé un peu sur d'autres dossiers aussi, notamment sur la fortune cachée d'une partie de la famille El Assad au Luxembourg. Tout ça, c'était dans le cadre du journal, du quotidien du Luxembourg. Une certaine liberté d'expression, finalement. J'étais rédacteur en chef, donc j'étais la personne qui relisait en dernier recours et qui donnait l'autorisation de publier. Donc forcément, je publiais mes articles. Et donc j'ai travaillé sur ça. J'ai travaillé sur autre chose qui est un peu ignoré, qui existe au Luxembourg, qui s'appelle le Freeport. On appelle ça des ports francs, qui en fait sont des coffres-forts pour riches, où on appelle ça sous douane, c'est-à-dire que les marchandises rentrent, c'est des œuvres d'art, c'est des voitures de collection, c'est des vins, c'est des données informatiques, et qui ne sont pas taxées, parce qu'elles sont censées être en transit. Mais elles peuvent être en transit pendant 10 ans. Voilà. Et le type qui les met dedans, il peut même les vendre à l'intérieur sans que personne n'en sache strictement rien. Et donc, il n'y a aucune taxation, quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres d'art. En fait, les Freeports, ce sont aujourd'hui les plus grands, il y en a plusieurs dans le monde, ce sont les plus grands musées au monde. Voilà, il y a des milliers d'œuvres d'art qui sont stockées là, qui peuvent changer de propriétaire sans que personne n'en sache quoi que ce soit. Et donc, les gens ne sont pas imposés là-dessus. Alors, il y a aussi ouais. Oui, Fabien, comment, parce que quand on est journaliste, on parle du journalisme, là, comment on fait pour enquêter quand on est... Parce que vous avez été licencié après du journal. Enfin, voilà. Alors, ce qui s'est passé, et après, on se retrouve tout seul. Hein. C'est que suite à toutes ces enquêtes, où j'avais une direction qui, de façon implicite, me faisait comprendre que ça serait bien de tourner la page de toutes ces histoires de fiscalité, de blanchiment d'argent, parce qu'on parle aussi d'un grand centre de blanchiment. Ça, c'est encore un coup des Russes. C'est PVC. Vous remarquerez que l'extrême droite s'est emparée du débat. À sa manière. Voilà, et donc en 2019, j'étais en congé et pendant que j'étais en vacances, j'ai appris que j'étais remplacé à mon poste de rédacteur en chef. Ce n'était pas totalement une surprise. Et quand je suis revenu de congé, mon successeur, mon nouveau rédacteur en chef, m'a immédiatement signifié qu'il refuserait de publier tout article concernant l'évasion fiscale, le blanchiment, etc. Et donc ils m'ont gardé encore pendant 2 mois où j'étais assis dans une salle de rédaction où je ne faisais strictement rien. Je lisais des journaux, j'étais très bien informé à ce moment-là. Et voilà. Et puis au bout de 2 mois, ils m'ont demandé de partir, tout simplement, quoi. Et justement, à propos d'Amazon, pour rebondir sur ce que dit Fabien, je vous avais montré une image, je ne sais pas si on peut la projeter. En fait, pour illustrer le sujet, concrètement, c'est ce que je vous dis à un procès, enfin une audience au procès à LuxLeaks. Je vais vous montrer. Vous avez un document ici d'une déclaration fiscale d'Amazon, Eurasia Holding. Donc, c'est une déclaration fiscale pour cette société-là, SARL. Ce sont les minutes du conseil d'administration de la compagnie du 16 avril 2012. Le conseil d'administration commence à 4h18 de l'après-midi. Sont présents la présidente, une deuxième personne par téléconférence, une troisième par téléconférence, et 2 autres personnes sont absentes, qui sont ici. Donc il y a une personne présente physiquement au Luxembourg, 2 autres en téléconférence. Elle commence à 4h18 de l'après-midi, elle finit, vous voyez, à 4h20. Elle dure 2 minutes. Donc ce document-là fait plusieurs pages, on va la synthétiser. Quelques pages plus loin, on lit la deuxième flèche, note 7. La compagnie n'a pas employé de staff pendant l'année fiscale. C'est ce que disait Fabien. La société fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, sans employés. Et ils rajoutent, il me fait aussi beaucoup rire, jaune, si on peut dire, c'est la note 8, les dettes fiscales et sociales
sont soumises par la compagnie au règlement applicable au Luxembourg. Si elle fait 500 000 euros de chiffre d'affaires et qu'elle paie 0 d'impôt, elle est soumise à rien du tout. Un conseil d'administration qui dure 2 minutes, ça m'interroge un peu, et cette société n'emploie aucun salarié. C'est le rêve de tout entrepreneur, faire du chiffre d'affaires sans rien dépenser et sans avoir de salarié, quoi. C'est juste du bénéfice, voilà, c'est ça. Ouais. C'est juste quelque chose, en fait, c'est assez technique, comme disait Fabien, même en mettant des experts pendant plusieurs années, la Commission européenne, ils ont du mal de savoir si c'est optimisation ou si c'est évasion. Mais en tant que simple citoyen de base, quand je vois ça, que je sens entre les mains, je me dis, il y a un problème. C'est au minimum de l'abus de droit. En France, le Code général des impôts l'interdit, c'est-à-dire de faire tout ce qu'il faut pour ne pas payer d'impôts. Nous, on fait ça à notre niveau, simplement en essayant de trouver sur une place de stationnement, on va se faire allumer tout de suite. On a essayé d'échapper au ticket, on va se faire allumer tout de suite. Eux peuvent le faire en jouant sur les conventions fiscales, sur les pays, etc. Pour moi, il y a 2 poids, 2 mesures. Soit c'est légal, soit ça ne l'est pas. Quand on en est à des enquêtes de la Commission européenne, des enquêtes de journalistes comme Fabien, etc., qui prouvent qu'il y a quand même des choses extrêmement bizarres, pour dire au moins ça, pour ne pas dire vraiment illégales ou scandaleuses, il faut que la justice s'attaque. Et juste pour terminer là-dessus, la justice au Luxembourg, pendant tous les procès, n'a jamais attaqué Price, n'a jamais attaqué un seul client de Price, malgré toutes les révélations qui ont été faites. Il y a quand même aussi un parquet, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais une sorte de parquet national financier au Luxembourg. Ils n'ont pas levé le petit doigt sur aucune des seules pratiques. Quand vous avez vu entre guillemets la perquisition qu'ils ont fait chez moi, je n'étais pas au courant, Price l'était. Quand il y a eu une perquisition à l'inverse chez Price pour aller saisir le disque dur, la police a appelé Price, on vient chez vous tel jour, à telle heure. Les policiers, les luxembourgeois sont arrivés, les disques durs étaient prêts sur la table, le classeur était prêt, bien rangé, avec les petits intercalaires, tout était bien noté. Ils ont... Ah, merci. Au revoir. On voit bien qu'il Perquisition au Luxembourg, ça se passe comme ça. Voilà, il y a un rapport de puissance, c'est David et Goliath, ça c'est hallucinant, quoi. Et donc une technique aussi d'intimidation par rapport aux journalistes, par exemple, c'est... Oui, une technique d'intimidation. Moi, j'ai eu une pression pas possible qui était croissante au fil des ans où je sortais des papiers comme ça. Et alors, c'est des choses très classiques de harcèlement. On vous surcharge de boulot, on vous met des objectifs de résultats qui sont complètement irréalisables. Enfin, mais je suis arrivé à un moment donné à bosser 16-18 heures par jour, quoi. Et donc, à un moment donné, vous vous effondrez, vous êtes épuisé, et puis voilà, quoi. Et là, c'est dégage. Mais simplement pour revenir sur la complicité des autorités dans l'affaire, parce que moi, c'est réellement cela qui m'a intéressé. Raphaël, au cours du procès, lors d'une audience, il raconte que, en fait, l'administration des contributions directes, donc les impôts luxembourgeois, sous-traitait une partie de leur travail à Price, en leur fournissant le papier en tête voilà, de l'administration fiscale. Et finalement, c'est les gens de Price qui accordaient à leurs clients voilà, les accords fiscaux. Et donc là, j'ai quand même réussi à démontrer qu'il y avait une vraie complicité, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai réussi à avoir, très difficilement, mais j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec Price, où je suis très surpris parce qu'ils reconnaissent la chose, voilà. Et sauf que bon, je n'ai aucune preuve, parce qu'ils sont 3 en face de moi, je suis seul, ils m'interdisent d'enregistrer. Donc je sors de cet entretien pendant 2 heures où j'ai posé un tas de questions et qui leur faisaient également plaisir, mais ce qui m'intéressait c'était celle-ci. Et je leur envoie un mail pour dire c'est bien ça ce que vous avez dit. Et le type me confirme qu'effectivement voilà, il faisait une partie du boulot des impôts, quoi, des contributions directes. Et bon, là on a une preuve flagrante, quoi, de la complicité des autorités. Et suite à cette affaire, il y a quand même un député luxembourgeois, il y a un parti qui est vraiment à gauche qui s'appelle Les Link, qui a interpellé le gouvernement à travers une procédure légale, officielle. Et là, il y a cette réponse extraordinaire de quelqu'un qu'on voit dans le documentaire, qui est le ministre des Finances de l'époque, et qui dit c'est des gens qui sont arrivés au pouvoir en 2014, sachant que les accords fiscaux dataient d'avant. Et donc, il répond cette chose formidable. En quelques lignes, il arrive à répondre « Ces pratiques n'ont jamais existé. Nous les avons interdites dès que nous sommes arrivés au pouvoir. » Donc, ils ont interdit des pratiques qui n'ont jamais existé. Et il ajoute « De toute façon, c'était légal. » Et enfin, c'est... Et c'est assez ubuesque tout ça, évidemment. Oui, complètement.
Alors, on va un petit peu changer de sujet là, parce qu'on va parler du travail d'enquête des journalistes, de la difficulté d'enquêter, puisque c'est un peu le sujet. Peut-on encore informer, hein? On reste dans le sujet. Vous avez enquêté sur Bolloré. Oui, j'ai également Alors, enquêté. en particulier, Vincent Bolloré revient en France. On revient en France. Vincent Bolloré a pas mal le groupe Bolloré a pas mal de filiales au Luxembourg. Il en a notamment une qui s'appelle Socfin, Société des caoutchoucs, financière. Et donc c'est une multinationale qui fait de l'huile de palme, qui a des plantations de palmiers à huile et d'EVA en Afrique et en Asie, dans une dizaine de pays. Et il se trouve qu'il y a toute une polémique autour de la manière dont ils exploitent les gens d'une part, ils s'accaparent leurs terres. En gros, les gens se font rouler dans la farine. Moi, j'ai pu rencontrer une Sierra-Léonaise qui m'expliquait qu'en fait, elle était rémunérée par mois 2 euros de l'acre qu'elle louait à Bolloré. Donc, un acre, c'est 0,4 hectares. Elle en avait 3, donc ça lui faisait gagner 6 euros par mois. C'est vraiment fait rouler dans la farine, quoi. Et donc, il s'accapare les terres. Il y avait une vraie mobilisation des d'ONG au Luxembourg contre ce fait-là. Faut savoir que parfois ça dégénère. Au Sierra Leone, à un moment donné, il y a eu une révolte des salariés et de ceux qui s'étaient fait prendre leurs terres. L'armée a débarqué, ils ont tué 2 personnes. Il y a 2500 personnes qui ont fui dans la forêt pour se protéger. Donc on est vraiment sur du lourd quand même, hein. Et donc cette multinationale, donc, sa holding est au Luxembourg, elle s'appelle Socfin. Elle a elle-même donc 38 filiales dans divers pays, en Europe, en Afrique, en Asie. Et Bolloré est en fait minoritaire dans la truc de tête. Moi, j'ai découvert 2 choses. Par exemple, en 2018, Socfin, cette multinationale, qui emploie 40 000 personnes, dont le siège est au Luxembourg, il y a 10 personnes qui travaillent. Donc ils sont apparemment très performants puisqu'ils arrivent à 10 à diriger une multinationale mondiale avec 40 000 salariés. Et le vrai opérationnel est en Suisse, en fait, quoi. Mais le siège fiscal est au Luxembourg. Alors je découvre 2 choses. D'une part, c'est que par exemple en 2018, cette société fait 10 millions d'euros de bénéfices qu'elle redistribue à ses actionnaires. Mais dans le même temps, elle redistribue 10 millions d'euros à ses administrateurs qui sont au nombre de 6, dont Vincent Bolloré, il y a un de ses fils, enfin il y a tout son cercle. Quel est l'avantage? C'est que les dividendes des actionnaires sont taxés dans le pays de résidence, donc pour Bolloré en France, mais les indemnités d'administrateurs sont taxées à 11% au Luxembourg. Donc autant faire passer ça sur des indemnités de... Alors, comment vous faites pour accéder à ces informations, enfin, du point de vue du journaliste, parce que j'imagine. Alors ça, c'est un type d'information qui est en fait disponible pour tout le monde. Voilà, parce que c'est dans les rapports financiers annuels. Il suffit juste d'aller les éplucher. Et à un moment donné, avec un certain nombre de personnes, on a aussi épluché l'actionnariat de toutes ces filiales. Donc Bolloré, officiellement, il est actionnaire à 37%, ce qui leur permet de dire ce n'est pas nous qui prenons les décisions, c'est l'actionnaire majoritaire qui est un Belge qui s'appelle Hubert Fabry, qui contrôle un peu plus de 50%. Mais quand on regarde les filiales ne sont pas toutes à 100% détenues par la holding. C'est un peu technique, c'est-à-dire que cette holding, elle va détenir 50% d'une filiale en Afrique, 70% d'une filiale en Asie, 30% d'une autre filiale en Afrique. Mais quand on regarde quels sont les autres actionnaires de ces filiales, on se rend compte que c'est Bolloré. Finalement, c'est Bolloré qui contrôle ce groupe. On est simplement parti des dividendes que chaque filiale versait, et on se rend compte que c'est Bolloré qui ramasse le plus, quoi. Il ramasse 2 tiers des... Mais en apparence, ce n'est pas lui l'actionnaire majoritaire. Alors, ça paraît finalement relativement simple d'enquêter sur lui. Par contre, de publier, ça pose un peu des problèmes. Ça pose des problèmes parce que Il y a des procédures qu'on appelle... Les procédures Bayon, c'est un spécialiste des procédures Bayon. C'est-à-dire que dès que... Alors, c'était particulièrement sensible avec la Socfin. Par exemple, à un moment donné, il y a France 2 qui fait un documentaire qui va sur place, qui va interroger les ouvriers. Bolloré attaque, il leur demande 50 millions d'euros. De la même manière, il a attaqué Mediapart en France, il a attaqué des ONG, il a même attaqué des blogueurs. Bastamag, oui, par exemple. Et donc, ils savent très bien qu'ils ne vont pas gagner.
Voilà. Ils savent très bien qu'ils n'en ont pas gagné, mais ils s'en fichent. On est sur une multinationale qui brasse des milliards. Mettre 50 000, 100 000 euros dans des avocats, ça ne leur pose pas de problème. Par contre, le petit média en face, la petite ONG en face, le petit journaliste en face, il va aussi falloir qu'ils sortent beaucoup d'argent pour payer les avocats. C'est de la pression, c'est de l'énergie, c'est du temps qu'on passe. Alors moi, j'ai jamais eu de plainte d'eux. Par contre, j'ai eu un droit de réponse systématiquement à tout ce que je publiais, sachant que je faisais toujours ce que doit faire un journaliste, c'est-à-dire le contradictoire. Avant de publier, je les contactais. Ils refusaient systématiquement de répondre à mes questions. Une fois que je publiais, ils envoyaient un droit de réponse. Voilà. Et alors c'est un truc qui met la pression, quoi. Hein. C'est parce qu'on sait aussi qu'il y a cette épée de Damoclès du procès possible. Et par exemple, au Luxembourg, ils ont attaqué une fois une ONG parce qu'ils se sont introduits dans l'Assemblée générale en achetant des actions. C'est pas l'ONG, c'est des membres de l'ONG. Donc, au lieu d'attaquer l'ONG, qu'est-ce qu'ils font? Ils attaquent les individus, en fait, pour les isoler et pour leur mettre la pression. Et j'avais discuté aussi avec une ONG de Grain, ça s'appelle, qui est une ONG qui est à Grenoble, une toute petite ONG qui fait de la coopération au développement dans le domaine agricole. Et j'avais discuté avec la dirigeante de cette ONG et ça a été extrêmement compliqué pour eux pendant 3 ans. C'est-à-dire que le temps que le procès se tienne, ils étaient quasiment, ils ne pouvaient plus rien faire parce que tout leur argent filait dans les avocats, etc. Et voilà, Donc il y a des journalistes aujourd'hui qui ne peuvent plus enquêter sur Bolloré parce qu'ils ne feraient que ça de leur vie. Voilà, Et c'est ça. ils vont y laisser des plumes comme Raphaël Allais. Il y a beaucoup de similitudes dans les techniques d'intimidation, finalement. Bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut absolument que les lanceurs d'alerte, ou peu importe comment on les appelle, ou les sourds de journalistes, soient protégés. Et c'est sur ça, on le voit dans le reportage envoyé spécial, que Price a joué en disant on veut connaître, c'était en fait à l'envers. On connaît le journaliste, mais on ne connaît pas sa source. Ça, c'est le truc classique. Avec moi, c'est l'inverse. On connaît la source, parce qu'ils ont enquêté en interne, ils savent que c'est moi, mais ils ne savent pas quel journaliste à Première Ligne, ou à France 2 ou ailleurs, a fait le reportage. Donc ils sont venus chez moi à la source pour connaître le journaliste. Que ça soit dans un sens ou dans l'autre, ça doit être protégé. La présidente du tribunal de Metz le reconnaît. Si c'était à refaire, je ne remettrais pas la même phrase dans l'ordonnance. Ah oui, mais ça a été fait. On l'a attaqué 2 fois avec Édouard Perrin en justice au tribunal de Metz. En première instance, en appel. Les 2 fois, la justice a trouvé des excuses. Pour moi, c'est des excuses. A trouvé des arguments pour la couvrir. Ce qu'elle a fait, c'est bon, c'est légal. Ben non, c'est pas légal. Elle-même leur dit à France 2, à Envoyé spécial, à 20h50, chaîne nationale, que si c'était à refaire, elle enlèverait la phrase qui pose problème. On ne peut pas avoir mieux comme erreur judiciaire que la présidente du tribunal qui renie son propre jugement. Et malgré ça, non. Donc c'est pour ça, je pense qu'il faut que ça soit protégé, que les sources de journalistes soient protégées, parce que sans sources de journalistes, il n'y a pas d'information, les journalistes ne peuvent pas enquêter, ou rester, comme dit Fabien, sur des informations ouvertes, les rapports annuels, les comptes, et les choses comme ça, mais qui sont extrêmement compliqués à analyser si on n'a pas des comptables ou des gens qui nous expliquent ce qu'on lit, quoi. Moi, j'aimerais savoir ce que vous pensez par rapport à ce qui se passe concernant Julian Assange. Parce que Julian Assange, c'est quand même un lanceur d'alerte extraordinaire. Que font les autres journalistes? Que font les pays? Julian Assange n'est pas un lanceur d'alerte, en fait. C'est un journaliste. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui diffuse des informations qui sont fournies par un lanceur d'alerte. C'est important parce que c'est réellement le droit d'informer qui est attaqué à travers Julian Assange, quoi, hein. Et si on prend l'histoire, par exemple, des war logs ou des câbles diplomatiques, on a ce militaire américain, Chelsea Mannings, qui balance tous ces documents. Bon, le type est tenu par un secret, quoi. Il est militaire. Il est poursuivi, il est condamné. Ce n'est pas très juste parce qu'il révèle effectivement des choses qui sont d'intérêt général, mais c'est le risque qu'il prend. Assange, c'est la personne qui diffuse ses secrets en toute transparence, parce que voilà, le propos d'Assange, c'est la transparence, c'est-à-dire que les gens que nous élisons, que nous portons au pouvoir, doivent nous rendre des comptes, doivent dire ce qu'ils font en notre nom. Et
Ce qui se joue avec Julian Assange est extrêmement important parce que voilà, s'il est extradé, s'il prend 150 ans de prison aux États-Unis, c'est réellement un risque pour tous les journalistes qui vont révéler à un moment donné des secrets qui peuvent déranger les puissants. Il a été un peu lâché par la presse. Hein. Je suis entièrement d'accord avec vous. C'est très peu couvert par les médias. Alors, il y a des médias qui couvrent, évidemment, qui couvrent très bien. Mais là, on arrive sur un autre propos qui est la question de la journée, c'est peut-on informer ? C'est le poids des différents médias. Il y a ce qu'on peut appeler les médias dominants, mainstream, qui, eux, effectivement, ils en parlent 30 secondes tous les 2 mois de Julian Assange, mais c'est eux qui ont l'audience maximale, c'est-à-dire c'est la télévision, c'est les gros sites internet, des gros titres de presse, etc. Et à côté de ça, il y a des gens qui en parlent, puisque je pense qu'on s'informe tous ici aussi sur des sites dits alternatifs, indépendants, mais ils n'ont pas l'audience. Voilà. Mais là, on rentre sur une autre question, qui est peut-on encore informer ? Plus que jamais, parce que tout le monde peut monter un site internet, la bonne question, c'est peut-on être entendu ? Et là, je reprends la casquette de co-organisateur avec Pascal. Justement, que font-ils ? C'est l'objet du deuxième débat, avec les rédacteurs en chef d'Ouest France, notamment. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme l'a dit Fabien, ils font ce qu'ils peuvent par rapport au temps, aux effectifs qu'ils ont, et par rapport aussi aux actionnaires qu'ils ont derrière. Je pense qu'on va le projeter tout à l'heure, mais j'ai vu hier l'information. Les subventions du ministère de la Culture pour 2019, 2020, 2021 sont sorties, c'est-à-dire subventions d'aide à la presse, Libération, Le Monde, Ouest France, Télérama, etc. Les 10 premières places sont squattées par des journaux qui sont détenus par Drahi, qui a aussi SFR, par Vincent Bolloré, qui Bernard a Arnault, Canal+, lieu, etc. Et par un troisième, je crois, russe. Xavier Voilà. Niel, Bernard Arnault en premier. Xavier Niel, et puis le Crédit Mutuel, qui est un très c'est gros ça. groupe. Le Crédit Mutuel, voilà. Donc, OK. Et Ouest ils France ont... arrive en 5e position. Donc là pose le problème de ces capitalistes qui ont des journaux, qui ont en plus de l'argent public, nos impôts, qui ont donc, comme a dit Fabien, la main mise sur l'information, sur, je ne sais pas si on peut dire ça, mais sur la manipulation de l'opinion, ou en tout cas la désinformation ou l'information de l'opinion. C'est justement l'objet du deuxième débat. Ça vous fait des raisons de plus de rester tout à l'heure après la pause technique. Oui, on parlera de l'indépendance des médias, c'est l'objet du deuxième débat, qui va être aussi passionnant, évidemment. Je voudrais juste ajouter quelque chose sur les LuxLeaks. Qu'est-ce que ça a changé ? Il y a eu un tas de révélations. Il y a eu le LuxLeaks, le Panama Papers, OpenLux, etc. Clearstream, ça c'était bien avant, mais c'est... Malheureusement, ça n'avait pas changé grand-chose puisque c'était un truc complètement isolé. Et ensuite, il y a eu ce phénomène des lanceurs d'alerte qui est rendu possible aussi dans ces cas-là pour une raison simplement technique. C'est-à-dire qu'il y a 30 ans, Raphaël et Antoine, s'ils avaient voulu sortir ces documents, c'était avec une brouette, Voilà. Et là, maintenant, on les sort avec une clé USB, avec un disque dur. Voilà. Donc, ça facilite les choses. Et je pense aussi qu'il y a une prise de conscience. Mais qu'est-ce que ça a changé ? Il y a eu effectivement cette loi en France, puis la directive européenne lanceur d'alerte. C'était déjà dans les tuyaux. Ça fait des années que des gens se battaient pour ça. Mais le fait qu'à un moment donné, ils puissent identifier les personnes, que ça soit médiatisé, que les lanceurs d'alerte tout à coup aient un visage, ça a accéléré les choses. Au niveau de la fiscalité, ce qui a été accéléré, c'est ce qu'on appelle l'échange d'informations entre administrations. Et là aussi, il y a des gens qui se battent là-dessus depuis 20, 25 ans, 30 ans, comme Sven Giegold, par exemple. Et ça a accéléré à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'administration fiscale luxembourgeoise, elle est obligée de dire à l'administration fiscale française quelles boîtes qui font des bénéfices en France transfèrent leurs bénéfices au Luxembourg et à quelle hauteur et comment elles sont taxées. Et LuxLeaks a également accéléré ça, cet échange d'informations entre toutes les administrations fiscales au sein de l'Union européenne et même au-delà. Bon, pourquoi ça s'est fait, cette histoire ? C'est parce que c'est les Américains qui ont mis la pression, en fait, à travers un accord qui s'appelle TAFTA. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était sous Obama. Obama a dit, bon, voilà, tous les pays étrangers qui planquent du fric de sociétés américaines, si on le découvre, ne pourront plus travailler avec les places financières américaines, c'est-à-dire New York, première place financière au monde. Et donc, du coup, tous les pays européens, tous les pays du monde s'y sont pliés aux États-Unis. Et là, ça a été l'argument pour dire, voilà, si on le fait avec les Américains, commençons par le faire entre nous,
Et ça, c'est quand même une des choses qu'ont apporté tous ces scandales comme LuxLeaks, qui ont accéléré en fait cette. On va prendre juste une dernière question pendant 5 minutes, puis après, Alino LPJ va vous faire une petite interprétation à sa manière du monde. J'ai une petite question, pardonnez-moi encore, sur les lanceurs d'alerte. Pardon, je suis là tout au fond. Avons-nous des nouvelles d'Edward Snowden? Edward Snowden, il est toujours en Russie. Toujours en Russie. Il est toujours en Russie. Bon, quelque part, il est bon. Voilà. Je suppose que ça ne doit pas être très confortable pour lui. Il l'a dit d'ailleurs dernièrement. Hein, pas confortable, sauf que pour l'instant, il n'y a que la Russie qui a accepté de le protéger, entre guillemets, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui. Donc, bon. On ne Hmm. va pas épiloguer sur le mot Russie, mais lui, en tant que personne, on est bien d'accord, c'est un vrai lanceur d'alerte comme monsieur. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui travaille pour la NSA et qui va sortir tout un tas de documents qui prouvent l'espionnage de masse réalisé par les agences américaines aux États-Unis et partout dans le monde. Que lui arriverait-il s'il était extradé? S'il était extradé, je pense qu'il finit sa vie en prison, quoi. Aux États-Unis. Oui, bien sûr. La grande démocratie. Oui, Enfin, je veux dire, voyez, par rapport à ce qu'on a dit juste à l'instant, sans vouloir polémiquer, c'est très important de se rendre compte de ce qui est dit et de ce qui est fait, finalement, entre les beaux discours et ce qu'on constate. Bien sûr. Merci beaucoup. Excusez-moi, oui, j'avais une question. Ah oui, pardon. Un micro. Oui, j'ai un micro. Je voulais vous demander juste s'il n'y a pas moyen d'attaquer quand même l'entreprise, la Price. PVC. En fait, en interne, on l'appelait PVC, c'était plus simple, et puis ça nous faisait penser aux colonnes en PVC. Après, certains ont dit que c'était un nom. Parce que là, il y a quand même eu des menaces, c'est presque de la torture que vous avez subie. Est-ce qu'il n'y a pas moyen d'attaquer? La meilleure défense, c'est pas l'attaque. Oui, mais les délais Luxembourg sont plus courts pour attaquer, par exemple, en diffamation ou dans ce genre de thème. Moi, à l'époque, pendant ce délai-là, j'avais autre chose à penser, c'était de me préparer au procès, donc de payer les avocats. Donc, il a fallu choisir ses angles d'attaque. C'était déjà de se défendre, de parler, comme je le dis souvent, de l'évasion fiscale et de ce que je dénonce, de ce que Fabien parle très bien, les montages, etc. Le messager, pour moi, c'est moins important. Que je sois lanceur d'alerte, qu'on appelle ça autrement, pour moi, c'est pas important. Le message, ce que je dénonce, c'est plus important. Concentrons nos efforts là-dessus, sur le problème et les solutions qu'on peut avoir. Ce que j'aurais préféré, plutôt que moi d'attaquer ou de devoir attaquer PVC, de remettre une pièce dans la machine des avocats, c'est que les autorités financières, fiscales ou policières, judiciaires et autres de Luxembourg attaquent PVC et les clients en disant vous avez mis un énorme coup de canif. Je crois que certains parlaient mon avocat a parlé d'un coup de hache dans l'image de marque de Luxembourg. C'est à vous de jouer. Moi, je suis joueur, je vous ai passé le ballon, je vous ai dit ça va pas. Après, c'est à vous, autorités françaises, européennes ou autres, d'attaquer. Moi, je fais avec mes petits moyens, mon petit niveau. Je peux pas attaquer tout le monde. J'aimerais bien. Attends, parce qu'il y a des gens, il y a un monsieur là qui a demandé le micro là-bas. Voilà. Parce qu'on va essayer de poser une question. Tout le monde ne pourra pas poser de questions. Alors, sauf après, à la pause, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez. Voilà, je vous remercie de votre compréhension. Non, simplement, j'ai entendu le nom d'une banque française bien connue, parce que vous avez dit que vous avez été viré d'un journal dont la moitié était détenue par une certaine banque française, qui a pourtant une image. Bon, oui, le Crédit Mutuel, pour ne pas la nommer. Et donc, est-ce que vous pensez que le Crédit Mutuel était impliqué dans votre renvoi? J'ai interrogé le président du conseil d'administration à qui j'ai proposé de nombreuses rencontres, de dialoguer sur toutes ces questions. Donc le président du conseil d'administration a fini par me répondre qu'il n'était informé de rien de ce qui se passait dans la société dont il était le président du conseil d'administration. Très franchement, on ne vous le dit pas. Alors il faut savoir aussi, moi j'ai travaillé sur Bolloré, il y a une forte proximité entre Bolloré et le Crédit Mutuel. Michel Lucas, l'ancien patron du Crédit Mutuel, était très lié à Bolloré. Bolloré a démarré, a beaucoup fait tourner son business au départ avec l'argent du Crédit Mutuel, avec des crédits. Mais je n'en sais rien, quoi. C'est-à-dire, voilà, je n'ai absolument aucune preuve. Après, moi, ce que je sais, c'est qu'au niveau fiscal, le Crédit Mutuel n'est pas le plus mauvais élève des banques françaises.
Juste entre parenthèses, le premier employeur du secteur financier au Luxembourg, c'est BNP Paribas. Voilà. Mais le Crédit Mutuel, par exemple, ils ont des filiales dans le domaine de l'assurance, puisque c'est un assureur aussi. Et là, il y a beaucoup d'argent qui file dans ces filiales au Luxembourg, et il y en a même après qui part vers le Delaware. Voilà. Et les îles Caïmans. Et les îles Caïmans. Et Panama. Voilà, il y a encore un beau monde à découvrir, hein. Un beau voyage à faire dans le domaine dans le monde de la finance. Je vous propose maintenant que Alino LPJ nous donne sa propre version, interprétation des choses. Et après, bien sûr, vous poserez les questions à Raphaël et à Fabien. Bonjour. Alors, j'ai rien entendu. Bonjour. Ah, c'est mieux, parce que j'aurais besoin de vous pour le refrain, justement. Alors, justement, on parlait de Bolloré, et j'avais écrit un texte là-dessus, et c'est ainsi, justement, que Pascal m'a dit, viens, on prépare ça. Donc, il y a peu, Bolloré revendait la partie logistique Afrique à MSC. Laissez-moi, par ce texte, vous présenter le contexte. Les richesses de la terre d'Afrique partent dans leurs poches Afrique. Les poches de qui? Banque mondiale et FMI. Les uns s'endettent, les autres font la fête. Les uns frappent à la porte, obligeant les autres à vendre ce qui rapporte. On passe de la colonisation à la privatisation. C'est la nouvelle conquête du Far West. C'est alors que Bolloré débarque en Afrique de l'Ouest. Spécialisé en import-export, il rafle alors la gestion des plus grands ports, contrôlant les allées et venues des matières premières en continu. Export de cacao et précieux minerais, import de matériel et divers denrées. Les sous partent dans les poches des autorités devenues ses proches. En atteste son jugement pour corruption, la mafia des cols blancs est encore entrée en action. Alors, une question se pose, une réflexion s'impose. Accepteriez-vous Bolloré chez vous? Laisserez-vous ces gens décider pour vous? Que pouvons-nous faire dans ce monde de fous? Bolloré, complice du crime, arrive à rendre coupables ses victimes. Il crée la pauvreté là-bas et change la réalité ici-bas. Comment? Il met les médias dans sa manche, de Canal+ au journal du dimanche. Et cette chaîne d'infos continue, ces news à l'étrange contenu. Attentats, violence, selon eux, tout est violence. Il oppose à l'harmonie et l'amour les propos haineux d'Éric Zemmour. Son homme de main providentielle qui a défendu ses intérêts à la dernière présidentielle. Couleur contre couleur, homme contre femme, il devient pire que la flamme. Divisé pour mieux régner, tissant sa toile d'araignée, Bolloré achève le match en changeant le service politique de Paris Match. Les lectures ne seront plus drôles, même pour les enfants à l'école. Il achète, leader des manuels scolaires et maisons d'édition. Mais quelle merde atterrira dans la tête de nos enfants? Mais on nous prend pour qui? Accepteriez-vous Bolloré chez vous? Non. Laisserez-vous ces gens décider pour vous? Non. Qu'est-ce qu'on peut faire dans ce monde de fous? Malheureusement, beaucoup des plus riches font de même. Ils vont là où l'argent les emmène, se souciant peu de l'éthique, tant que dans leur poche rentre le fric. Du futur, je propose une autre vision, mais laissez-moi vous poser quelques questions. Laisserons-nous toujours ces inégalités, alors que leur sol est plus riche en réalité? Laisserons-nous toujours guider notre destin par ceux qui en ont les moyens? Laisserons-nous toujours guider notre vie par un travail, par besoin plus que par envie? Je lève un vent évolutionnaire pour la création d'une nouvelle ère. Et ça commence par là, dire et proposer quels sont nos choix. Merci. Merci à Daniel, à Stan va bien, à Pascal et à Raphaël.